Quand j'ai été arrêté à tort, mes parents ont refusé de payer ma caution au non par manque d'argent, mais par pure méchanceté. Enfin, la prison. Là où cette nullité a sa place, a dit mon père à l'avocat. Ne l'aidez pas. Il est mort pour nous. Laissez-la pourrir. J'ai juste souri à travers les barreaux et dit, vous regretterez cette décision pour toujours. C'était il y a 2 ans. La semaine dernière, ils ont découvert mon plan soigneusement exécuté. Aujourd'hui, ils sanglotent de manière incontrôlable. Tu ne peux pas faire ça à tes propres parents. S'il te plaît, pardonne-nous. Moi, 26H, je n'ai pas toujours été le mouton noir. En fait, j'étais celui qui faisait tout bien, diplômé de l'université en avance, j'ai décroché un emploi bien payé en cybersécurité, j'ai aidé à rembourser une partie de l'hypothèque de mes parents. Je n'ai jamais demandé d'éloge, juste un peu de respect. Mais dans ma famille, si vous n'étiez pas ma sœur aînée, Émilie, l'enfant chéri, alors vous étiez une pensée secondaire ou, pire, une déception. Émilie ne pouvait rien faire de mal. Elle a accidenté sa BMW? Elle était fatiguée. Elle s'est fait virer de 3 emplois? Il ne comprenait pas sa créativité. Elle a emprunté 30 000 $ à mes parents et ne les a jamais remboursés? Elle est sous pression, sois compréhensif. Moi? J'ai eu une promotion et on m'a dit que je me vantais trop. Alors, quand j'ai été arrêté, à tort, je savais que la conversation de groupe de la famille allait exploser. Mais je n'aurais jamais imaginé ce qui allait suivre. Laissez-moi revenir en arrière. Il y a 2 ans, je travaillais pour une entreprise technologique de taille moyenne. Quelqu'un a piraté l'un de nos systèmes internes et a transféré 48 000 $ de crypto-monnaie sur un compte à l'étranger. C'était une faille propre, sans traces évidentes, mais j'ai remarqué que quelqu'un avait utilisé mes identifiants de connexion. Je l'ai signalé immédiatement. Mon responsable m'a dit, « Merci, nous allons nous en occuper. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. 2 jours plus tard, la police s'est présentée à mon appartement avec un mandat. Ils ont dit que j'étais en état d'arrestation pour fraude électronique, vol numérique et abus de confiance. J'étais abasourdi. J'ai pensé que c'était une erreur. J'ai ri, en fait, jusqu'à ce qu'ils me menottent. Mes voisins regardaient depuis leurs fenêtres. Mon téléphone vibrait sans relâche dans la voiture de police. Quand j'ai demandé à appeler quelqu'un, j'ai choisi mon père. Il a répondu d'un ton glacial, « Quoi ? Papa, j'ai été arrêté, à tort. J'ai besoin d'une caution. » Il m'a coupé. On a vu les nouvelles. Tu as fait honte à cette famille. Papa, ce n'est pas moi. Il a raccroché. J'ai pensé que c'était peut-être le choc. J'ai essayé ma mère. Elle n'a pas répondu. À la place, mon avocat, un commis d'office, car je ne pouvais pas me permettre un avocat privé, m'a dit le lendemain, vos parents ont été contactés pour aider à la caution. Votre père m'a dit directement, ne l'aidez pas. Il est mort pour nous. Laissez-la pourrir. Il n'a même pas pris la peine de mentionner mon genre correctement. Je suis resté dans cette cellule de garde à vue pendant 72 heures avant d'être transféré à la prison du comté. La caution était fixée à 10 000 $. Mes parents avaient beaucoup d'argent, mais ils ont refusé. Non pas parce qu'ils ne pouvaient pas aider, mais parce qu'ils ne le voulaient pas. Ils pensaient que c'était enfin leur excuse pour me rayer de leur vie de façon permanente. Émilie? Elle a posté une publication à la noix sur Instagram du genre, « Priez pour mon frère, il a perdu son chemin. » Puis j'ai vu son commentaire à une amie, j'ai toujours su qu'il était instable. Ça explique beaucoup de choses. J'ai fixé le mur de ma cellule pendant longtemps cette nuit-là. Puis j'ai souri. Non pas parce que j'allais bien, mais parce que j'ai réalisé quelque chose de très important. Ils voulaient me faire disparaître. Alors j'ai décidé que je leur ferais regretter de m'avoir un jour mis de côté. Les gens pensent que la prison vous brise, et ils ont raison si vous les laissez faire. Les premières semaines ont été un enfer. J'étais dans la prison du comté, entouré de types qui n'avaient rien à perdre. Des bagarres pour la nourriture, pour les lits, pour rien du tout. Les lumières ne s'éteignaient jamais vraiment. L'intimité n'existait pas. J'ai perdu 5,5 kg le premier mois et j'ai appris à dormir d'un seul œil. Mais je me suis adapté. J'ai observé, écouté, appris, gardé la tête basse, la bouche fermée, et j'ai vite compris la hiérarchie sociale. J'ai utilisé les mêmes compétences que j'avais perfectionnées en cybersécurité, les schémas,
le comportement, la structure. Et j'ai commencé à construire quelque chose que la plupart des détenus n'ont pas, un plan. Le système se fichait que je sois innocent, mais pas moi. Et pendant que mon avocat commis d'office remplissait de la paperasse et que les retards s'accumulaient, j'ai utilisé ce temps. J'ai commencé à lire de manière obsessionnelle, des livres de droit, des manuels de procédure carcérale. J'ai même appris quelques notions de droit pénal. J'ai rencontré un type, Marcus, qui était là depuis 12 ans. Il avait une réputation, mais plus important encore, il avait l'esprit d'un joueur d'échecs. Il a dit, la plupart des gens ici se concentrent sur la survie au jour le jour. Mais toi, tu as le regard d'un homme qui prépare une guerre. Il avait raison. Parce que quelque chose ne collait pas. Quelqu'un avait utilisé mes identifiants pour commettre le vol, et je connaissais assez bien les systèmes de sécurité pour savoir que celui qui m'avait piégé n'avait pas simplement deviné. Il savait exactement ce qu'il faisait. J'ai donc écrit des lettres à mon ancien collègue, Jason, l'un des rares à m'avoir envoyé un texto quand j'ai été arrêté. Il ne croyait pas non plus que j'étais coupable. Grâce à lui, j'ai mis la main sur les journaux de l'entreprise, les sauvegardes et les mémos internes des choses que l'entreprise avait depuis longtemps mises de côté. Enfouis dans les journaux, je l'ai trouvé. La faille d'accès s'est produite à 3h23 du matin, alors que j'étais connecté à une serrure intelligente à verrouillage biométrique dans mon appartement à l'autre bout de la ville. Les images de surveillance de mon immeuble me montraient entrant à 2h58 du matin et ne repartant jamais avant le lendemain matin. Mais ce n'était pas tout. Jason a découvert quelque chose de plus gros, une deuxième adresse IP, liée à un VPN que nous n'utilisions à l'entreprise que pour le travail d'administration à distance. Et elle était enregistrée au nom du fiancé d'Emily à l'époque, Tyler. J'ai eu la nausée. Emily avait toujours été possessive. Elle m'avait dit un jour que je ne restais jamais à ma place. Tyler était un jeune loup de la finance peu sûr de lui qui me traitait toujours comme un concurrent. Il m'avait une fois demandé de l'aide pour configurer un portefeuille froid pour des investissements en crypto-monnaie. Je réalisais maintenant qu'il avait utilisé ses connaissances pour voler les actifs de l'entreprise sous mon nom. J'ai tout donné à mon avocat, et 6 mois plus tard, juste au moment où j'allais être transféré à la prison d'État, mes accusations ont été abandonnées. Officiellement, j'ai été innocenté pour preuves insuffisantes. Officieusement, il ne voulait pas du cauchemar médiatique d'une affaire d'emprisonnement à tort liée à un vol technologique. Je suis sorti après 214 jours derrière les barreaux, et pas un seul membre de ma famille n'est venu m'attendre à la porte. Pas même un texto. Pas même Emily. Je n'avais rien d'autre qu'un sac poubelle de vêtements, mes papiers de libération et un goût amer dans la bouche. Mais j'avais aussi quelque chose auquel il ne s'attendait pas, un casier judiciaire vierge, une mémoire d'éléphant et un feu qui couvait lentement. Car pendant qu'il pensait que j'allais simplement disparaître, m'effacer, être avalé par le système, j'avais autre chose en tête. La réputation, l'argent et le respect qu'ils avaient utilisés pour m'étrangler, j'allais tout reconstruire. Et puis j'utiliserais tout ça pour les écraser de l'intérieur. Les 2 années suivantes, je suis devenu un fantôme dans leur monde. Silencieux. Invisible. Jusqu'à la semaine dernière. C'est à ce moment-là que le premier domino est tombé, et que leurs vies parfaitement orchestrées ont commencé à se fissurer. Ils pensaient en avoir fini avec moi. Après ma sortie, il n'y a eu ni « bienvenue à la maison », ni excuse, ni reconnaissance. Mes parents n'ont pas cherché à me joindre. Emily a posté un verset biblique énigmatique sur le fait d'éliminer les personnes toxiques de sa vie et a continué comme si elle n'avait pas aidé à me piéger par omission. Mais moi, je n'ai pas tourné la page. J'ai agi stratégiquement. J'ai passé les 6 premiers mois dans une sous-location bon marché, travaillant en freelance sous une fausse SARL que j'avais créée des années plus tôt pour des travaux indépendants. Je me suis remis sur pied, j'ai commencé à faire du conseil discrètement, et j'ai lentement reconstruit ma réputation, non pas via mon ancien réseau, mais via des gens dont ma famille n'avait jamais entendu parler. Pendant ce temps, j'ai appris quelque chose d'intéressant. Mon grand-père maternel était décédé discrètement 2 ans avant mon arrestation. Un homme reclus, un vétéran propriétaire terrien. Il n'aimait pas beaucoup mes parents et avait coupé les ponts avec la plupart de la famille quand ils avaient essayé de le placer dans une maison de retraite contre sa volonté. Il avait laissé derrière lui un patrimoine considérable, environ 2,1 millions de dollars. Et devinez quoi? Il ne faisait pas confiance aux banques ni aux avocats, donc la plupart de ses biens étaient des actifs privés, des terres, des coffres-forts, et un testament rédigé par lui-même et conservé par un vieil ami militaire,
Qui a réussi à me retrouver il y a 6 mois après avoir vu mon nom apparaître sur un document de fiducie mutuelle. Ton grand-père disait que s'il lui arrivait quelque chose, la seule personne intègre dans la famille, c'était toi. Il ne faisait pas confiance à tes parents ou à ta sœur pour un centime. Cette conversation a tout changé. Il s'est avéré que mes parents avaient tenté de faire annuler le testament, invoquant une incompétence mentale. Emily et son désormais mari, Tyler, oui, ce Tyler, étaient sur le point de tout hériter une fois l'affaire passée en homologation. Mes grands-pères s'étaient protégés. Il avait laissé une déclaration vidéo signée me nommant unique héritier et avait placé ses biens dans une fiducie entre vifs incontestable une fois activée. La seule raison pour laquelle il ne le savait pas? Je n'avais pas activé la fiducie. Jusqu'à la semaine dernière. C'est là que je suis entré dans le bureau de l'exécuteur testamentaire, que j'ai signé les papiers d'activation et que j'ai légalement pris le contrôle total de l'héritage, y compris l'acte de propriété de la maison de mes parents, acheté avec un prêt de grand-père il y a des années, jamais remboursé. Le capital de départ de l'entreprise de Tyler, 150 000 $, marqué comme un « investissement familial » révocable en cas d'abus avéré. Une propriété rurale de 32 hectares qu'Emily voulait transformer en centre de bien-être. Je possédais maintenant tout cela. Je n'ai pas envoyé de texto. Je n'ai pas dit un mot. À la place, j'ai laissé les documents parler d'eux-mêmes. En 3 jours, un avis de saisie a été scotché sur la porte d'entrée de mes parents. Un retrait de fonds a frappé le compte professionnel de Tyler, gelant ses opérations en plein trimestre. Emily a reçu une lettre recommandée l'informant que le terrain sur lequel elle avait commencé les travaux ne lui appartenait plus, toute intrusion entraînerait des poursuites judiciaires. Cette nuit-là, mon téléphone s'est allumé pour la première fois en près de 2 ans. Maman, tu ne peux pas faire ça à ta propre famille. Papa, après tout ce qu'on a fait pour toi. Emily, tu es sérieusement aussi mesquin? On allait créer quelque chose de magnifique sur ce terrain. Je n'ai pas répondu jusqu'à ce que maman appelle. J'ai laissé sonner 3 fois, puis j'ai répondu. Tout ce que j'ai dit, c'est, vous m'avez laissé pourrir dans une cage et avez dit à mon avocat que j'étais mort pour vous. Ceci, c'est ma façon d'honorer votre souhait. Elle s'est mise à sangloter, à crier. J'ai raccroché. Il pensait que m'abandonner m'effacerait, que me piéger, ou du moins le laisser faire, me ferait disparaître. Mais ils avaient oublié une chose, j'ai toujours été celui qui connaissait les vraies vulnérabilités. Et je n'avais même pas encore terminé. Il leur a fallu moins d'1 semaine pour s'effondrer. Leur vie n'avait toujours été qu'apparence, sourire de club privé, diplômes encadrés qu'ils n'avaient jamais obtenus, et publications sur les réseaux sociaux légendés, la famille, c'est tout cœur rouge, par des gens qui m'avaient laissé derrière les barreaux. Maintenant, la marque de bien-être d'Emily était morte dans l'œuf sans ce terrain. Ses investisseurs se sont retirés, les influenceurs de yoga ont cessé de la taguer, et les sponsorings se sont taris du jour au lendemain. Un des entrepreneurs qu'elle n'avait pas payé a commencé à poster des factures et des messages privés sur Reddit. L'histoire est devenue virale. Tyler a tenté le bluff, affirmant que les fonds que j'avais retirés avaient déjà été convertis en crypto-monnaie. Son compte a été signalé par la banque pour fraude en 48 heures. Il s'est avéré que mon grand-père avait inclus une clause dans la fiducie, tout abus des prêts familiaux pouvait déclencher des poursuites judiciaires et un recouvrement. Le tribunal a été d'accord. Il fait maintenant face à des poursuites civiles et à un gel de tous ses avoirs personnels et professionnels. Quant à mes parents, cette saisie n'était pas symbolique. Je leur ai donné 60 jours pour quitter la maison. Ma maison, maintenant. Elle était maintenue à flot par des retards de paiement et des cartes de crédit qu'ils n'avaient jamais remboursées. J'ai trouvé des relevés bancaires non ouverts entassés dans le garage quand j'ai envoyé une équipe juridique pour évaluer la propriété. Ils m'ont traité de tous les noms, envoyé des emails, des lettres, se sont même présentés une fois à mon appartement, jusqu'à ce que j'obtienne une ordonnance d'éloignement. Puis est venu le coup de grâce. Ils comptaient, littéralement, sur la police d'assurance vie que mon grand-père avait mise en place pour s'activer en cas de décès inattendu. Celle qu'ils pensaient être partagée équitablement entre la famille. Ce n'était pas le cas. Il avait réécrit la liste des bénéficiaires 5 ans plus tôt. Tout me revenait. Mais je n'ai pas tout pris. J'ai fait un don en son nom, anonymement, à un fonds d'aide juridique qui aide les détenus faussement accusés à obtenir un procès équitable, le même genre d'aide que je n'ai jamais reçu. Et pour le reste, j'ai acheté une maison, pas accent Graveleuil, mais la mienne. J'ai créé une société de conseil, j'ai pris des clients qui me traitaient comme un être humain, pas comme un bouc émissaire.
J'ai engagé Marcus, mon ancien mentor de prison, comme consultant en sécurité. Il donne maintenant des conférences sur l'échec des systèmes pénitentiaires envers ceux qui n'y ont pas leur place. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de ma mère, manuscrite, tachée de larmes. Elle écrivait « Tu ne peux pas faire ça à tes propres parents. S'il te plaît, pardonne-nous. S'il te plaît. » Nous ne savions pas que ça irait si loin. Je suis resté avec cette lettre un moment. Puis j'ai répondu « Vous aviez raison sur une chose quand vous avez refusé de m'aider. Vous avez dit que j'étais mort pour vous. Je suis enfin d'accord. Alors arrêtez d'appeler. On ne pleure pas les vivants. Je n'ai plus eu de nouvelles d'eux depuis. » Épilogue. Il disait que j'étais le tendre, le sensible, la déception. Ouais, ils peuvent crier tout ce qu'ils veulent. Mais je suis libre, et ce sont eux qui sont piégés dans le désordre qu'ils ont créé, sans la seule personne qui aurait pu les sauver. Je n'ai pas coupé les ponts. Ce sont eux qui les ont enterrés quand ils ont choisi de me regarder pourrir. Et je me suis simplement assuré qu'ils ne me marcheraient plus jamais dessus.